Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, procès d'Hissène Habré à la demande de l'Union africaine. Le Sénégal juge l'ancien chef d'État tchadien, une première dans l'histoire de la justice africaine. Et après des années d'imbroglio judiciaire, il s'est ouvert ce lundi 20 juillet à Dakar avec quelques incidents. Conférence de l'Union africaine contre Ebola en Guinée équatoriale. Il s'agit d'aider les pays affectés par le virus dans leur reconstruction. Depuis le mois de mars 2014, l'épidémie en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 000 victimes. Le paludisme continue également de tuer. L'OMS estime à 214 millions le nombre de cas en 2015 et à 472 000 le nombre de décès imputés à la maladie. Des chercheurs sud-africains sont en phase test d'un remède jugé optimiste. Mais avant de développer ces titres, deuxième remaniement en Centrafrique en moins d'un an pour le Premier ministre Mahamat Kamoun. La nouvelle équipe annoncée ce lundi sera chargée de conduire le pays jusqu'à l'arrivée du gouvernement issu des élections programmées en octobre et novembre prochains. Les ministres d'État de la Défense et de la Justice conservent leur portefeuille, mais 6 nouveaux font leur entrée. Parmi eux, Samuel Rangba, haut fonctionnaire aux affaires étrangères, en devient le ministre et à la réconciliation nationale. Jeannette Détoua laisse la place à Lydie Florence Ndoumba, proche de l'ancien président Patassé. Le procès de l'ex-président du Tchad s'est ouvert ce 20 juillet au palais de justice de Dakar, sans la présence des avocats d'Hissène Habré. Au nom de la compétence universelle, il est jugé au Sénégal pour des crimes commis lorsqu'il dirigeait le Tchad de 1982 à 1990. Retour sur cette première audience avec El Hadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Le démarrage ce 20 juillet du procès d'Hissène Habré a été marqué par des incidents. Un chapelet à la main, habillé tout en blanc, l'ex-président tchadien s'est fait évacuer d'urgence de la salle 4 du tribunal de Dakar après avoir crié le poing levé, le procès de la honte. Malgré ces incidents, l'ouverture officielle du procès n'a pas tardé, un procès qui devrait durer 3 mois. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain doit répondre de ses actes devant une justice extraordinaire africaine, abritée par un autre pays du continent. Il était également important que la Cour comprenne les enjeux de ce procès. Et l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde. Il s'agit de légitimer aujourd'hui le combat que mènent les Africains pour que les Africains soient jugés chez eux-mêmes. Et ce combat ne peut être légitime que dans la mesure où nous arrivons à prouver à la face du monde que nous sommes capables de mener des procès au-delà de tout soupçon et que le parquet arrive à démontrer la culpabilité des personnes qui sont poursuivies et que les juges n'entrent en voie de condamnation qu'au-delà du doute raisonnable. Pour les victimes et la délégation tchadienne venue assister au procès le 20 juillet marque un tournant décisif dans l'histoire judiciaire du continent. Le 20 juillet constitue pour nous une date historique. Historique pour tous ceux qui, en la mémoire de tous ceux qui sont décédés dans les geôles de Habré, mais également pour réconforter, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ont lutté pendant ce temps pour que nous puissions arriver là. Les organisations qui nous ont accompagnés, les avocats. En fait, le peuple africain est pris, n'est-ce pas, de justice et de démocratie. C'est un grand jour pour l'Afrique, c'est un grand jour pour les Tchad, pour les victimes tchadiennes. Et ce procès vraiment fera date dans les annales judiciaires de l'Afrique. Et nous attendons ce moment-là depuis très longtemps pour les Tchadiens. Et je pense que c'est un tournant contre l'impunité. Donc nous nous réjouissons vraiment que ce procès-là ait lieu. Selon le procureur des chambres africaines extraordinaires, Mbaké Fall, si l'ancien homme fort du Tchad est reconnu coupable des faits de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, il risque 30 ans de prison ou des travaux forcés à perpétuité. A noter que les avocats de l'accusé ont décidé de boycotter le procès. Élection burundaise, les bureaux ont ouvert ce mardi au Burundi où 3,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour une élection présidentielle à laquelle les principaux opposants ont refusé de participer. Les bulletins de vote comportent le nom de 8 candidats alors que 3 d'entre eux ont formellement dit leur intention de boycotter le scrutin. Notons que le climat reste tendu au cours de la nuit. Des explosions et des tirs ont été entendus. Le bilan est d'au moins 2 morts, des violences qui se sont répétées peu avant l'ouverture des bureaux ce matin.
La conférence internationale de l'Union africaine sur Ebola a débuté ce lundi à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Cette réunion de 2 jours devrait faire avancer de manière concrète un cadre stratégique pour lutter contre le virus et ainsi que lutter contre d'autres maladies contagieuses sur le continent. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Une nouvelle mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. La conférence internationale pour la lutte contre Ebola s'est ouverte ce lundi matin à Malabo avec un accent sur la restauration économique, politique et sociale des pays touchés. Les ministres des Affaires étrangères et experts des secteurs de la santé qui se sont réunis à Malabo sont unanimes. Il faut atteindre le seuil de 0 cas et s'y maintenir. Les systèmes de santé doivent être construits. Il s'agit de travailler en étroite collaboration dans le but de partager des expériences pertinentes pour le lancement du Centre africain pour le contrôle et la prévention du virus Ebola. C'est une question qui a été longuement abordée par les ministres de la Santé de l'Union africaine. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les principaux pays touchés, ont déployé des efforts remarquables pour éradiquer le virus Ebola. Les effets du virus sur la situation économique de ces États ont été remarquables. Pour la Guinée, par exemple, c'était 1 à 2 points de croissance économique en moins en 2014. La restauration de ces pays est aujourd'hui devenue une priorité. On pensait au départ que c'était une crise purement sanitaire, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus dévastatrice en fait. Alors ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est de procéder à la reconstruction de notre système de santé, veiller à sa résilience pour qu'elle soit dorénavant actif éventuellement et que face à d'autres crises, qu'elle fasse ses preuves. Et parallèlement, nous avons besoin de soutenir les personnes qui ont été victimes de cette crise, ne serait-ce que des mécanismes de transferts sociaux. Le 10 juillet 2015, plusieurs organisations internationales avaient promis 3,4 milliards de dollars pour aider les 3 pays affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à se relever. Pour gagner le combat contre la maladie, il faut selon les experts près de 1,5 million de dollars supplémentaires. Des dons et contributions sont annoncés lors de la rencontre des chefs d'État ce mardi à Malabo. Le président nigérian Muhammadu Buhari poursuit sa visite aux États-Unis. Au menu des discussions avec son homologue américain Barack Obama, la lutte contre la corruption. Il espère ainsi un soutien de Washington dans sa lutte anticorruption en soulignant l'importance de récupérer les milliards détournés pour les caisses de l'État nigérian. Ces fuites de capitaux dissimulés dans des comptes à l'étranger seraient estimées à quelques 150 milliards de dollars d'avoir volatilisé par d'anciens hauts fonctionnaires. Lutte contre le paludisme en Afrique du Sud. Le Centre de recherche et de développement de Cape Town progresse dans la recherche d'un nouveau remède. L'inauguration de ces travaux a suscité un intérêt international ainsi que le financement et le soutien des scientifiques du monde entier. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Des chercheurs sud-africains veulent produire un nouveau médicament efficace contre le paludisme. Les tests sur ce potentiel remède à dose unique sont encourageants et ont suscité l'intérêt des scientifiques du monde entier. Ce nouveau remède baptisé MMV048 est très puissant selon les chercheurs. Les tests effectués lors des études précliniques se sont montrés performants et le médicament peut être en mesure de bloquer la transmission de la maladie à l'homme. La première phase des essais cliniques humains a démarré. Certes, il y a encore un long chemin à parcourir, mais ce médicament offre beaucoup de solutions. Il est capable d'éradiquer le paludisme parce qu'il peut bloquer la transmission. Portés par le moustique Anophele femelle, les parasites qui causent le paludisme ont laissé des scientifiques perplexes depuis des générations. Les traitements conventionnels qui reposent sur de nombreux médicaments sont efficaces, mais les parasites ont plusieurs fois développé une résistance. Depuis plusieurs années déjà, le paludisme est devenu une priorité en santé publique. Ceci est la dernière ligne de défense contre le parasite. Même s'il y a eu de l'amélioration et de bonnes perspectives dans la réduction du nombre de décès, la situation pourrait effectivement empirer. Il faut donc que nous nous attaquions à sa résistance en venant avec de nouveaux médicaments qui sont capables de contourner la résistance aux médicaments actuels, mais aussi de nouveaux médicaments qui offrent la possibilité d'éradiquer le paludisme dans le futur. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2013, 198 millions de cas de paludisme ont été enregistrés. Ils ont causé 584 000 décès.
Le taux de mortalité des enfants qui composent la couche la plus vulnérable a diminué de 58% par rapport à l'an 2000. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.